Alors j'aimerais vous parler sur ce thème des maladies neurodégénératives, plus précisément sur les représentations sociales autour de ces types de maladies-là et des patients qui en sont atteints. On parle souvent de l'homme augmenté, comme s'il y avait la possibilité de dépasser l'humain vers le transhumain, et on parle rarement, ou plus rarement en tout cas, et dans d'autres circonstances, de ce que c'est que l'homme diminué. Et ce que j'aimerais évoquer là, en quelques minutes avec vous, c'est justement ces biais, on pourrait presque dire ces biais cognitifs de représentation autour des malades atteints de maladies neurodégénératives. J'aurais voulu appeler finalement cette intervention les mots, les images et les choses en référence à Michel Foucault, en disant que finalement entre les termes qu'on emploie pour désigner les maladies neurodégénératives et les patients qui en sont atteints, il y a tout un tas d'écrans, de représentations qui font que finalement ces maladies ne sont pas considérées de manière ni logique, ni exacte, ni pertinente. Alors moi-même, il y a 3 ans, et pourtant j'étais âgé de 35 ans, j'ai été diagnostiqué d'une forme de ce qu'on appelle juvénile de la maladie de Parkinson. Ce qui fait qu'à 35 ans, employer le mot juvénile, ça m'a un petit peu rajeuni. Et finalement, la première réaction qu'ont pu avoir mes proches face à ce diagnostic, qui est assez sévère, qui est assez marquant psychologiquement, c'était de dire « tu n'as pas l'âge ». Alors qu'un certain pourcentage, je crois qu'il y a à peu près 10% de patients atteints de la maladie de Parkinson, donc maladie neurodégénérative, qu'on dit aussi paralysie agitante, c'est une sorte d'oxymore mais qui dit ce que ça veut dire. Donc beaucoup de patients qui ont moins de 60, 50 et même 40 ans en sont atteints. Et ce diagnostic a été émis lorsque j'étais aux Émirats Arabes Unis, et j'ai eu la chance de rencontrer là-bas un médecin, un neurologue qui a travaillé 30 ans avec des Parkinsoniens en France, et puis particulièrement à Lille, et qui me disait qu'il lui arrivait de trouver au moins 4 ou 5 patients parfois par semaine aux Émirats Arabes Unis, moins de 40 ans, qui étaient atteints de cette forme juvénile de la maladie de Parkinson. Ce qui fait que lorsqu'on parle des maladies neurodégénératives, on peut parler de la sclérose en plaques, on peut parler de la maladie de Charcot, on peut parler donc de la maladie de Parkinson, et finalement, le grand public connaît assez peu ces symptômes, les symptômes de ces maladies. Quand on évoque la maladie de Parkinson, et dans mon cas la forme juvénile, on pense tout de suite au tremblement. Alors qu'il y a à peu près, il me semble, moins de 40% des patients qui tremblent de la maladie de Parkinson. En revanche, tous les autres symptômes, ce qu'on appelle le freezing notamment, c'est-à-dire le fait de se lever et d'être d'un seul coup paralysé, comme si quelqu'un nous appuyait très fort sur les épaules, les symptômes dépressifs, les symptômes intestinaux, etc., font partie en fait de la palette de la maladie de Parkinson. Alors pour moi, et c'était l'objet de ma contribution à cette université d'été, ce n'est pas dans les vocables utilisés que gît entre guillemets le malaise, mais c'est plutôt dans le traitement social de ces maladies-là. Quand on est en situation de handicap, le mot handicap vient de l'anglais handicap, qui est un jeu de hasard, c'est comme si on subissait un coup de la fatalité. Et de ce fait-là, être atteint de la maladie de Parkinson à moins de 40 ans, c'est comme si on devenait vieux avant l'âge, comme s'il y avait une sorte de sénescence programmée. Et à cette finalement forme de tragédie vient s'ajouter la représentation du secteur médico-social qui pâtit un petit peu du traitement qui en est fait dans les médias, et notamment, peut-être vous avez vu le 24 mars dernier, l'épisode de l'émission Zone Interdite, Scandale et défaillances de l'État, les dossiers noirs du handicap qui montraient en fait toutes les défaillances, tous les manquements du système qui sont avant tout des manques de moyens, avant d'être des moyens, avant d'être un manque humain. Bon, est-ce qu'une personne atteinte prématurément d'une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire d'un aller sans retour finalement, d'où finalement le paradigme de la tragédie pour essayer de le penser un petit peu, est-ce que cette personne doit par exemple, s'interdire de s'inclure dans une communauté sociale qui correspond à son âge? Est-ce qu'on doit s'interdire d'être indépendant, ce qu'on appelle aussi de s'autodéterminer? Est-ce que finalement on est mis dans une case où on doit mener une sorte de vie médicalisée qui nous empêche de mener notre vie, puisqu'on sait notamment, et dans le cas de la maladie de Parkinson, qu'il n'y a aucun traitement de guérison, il n'y a que des traitements symptomatiques, la dopamine, il y a aussi la stimulation cérébrale. Bon, tout ça ce sont des traitements
pas curatifs, mais comment dire ça, qui ont pour but d'alléger la vie des patients qui en sont atteints. Alors, est-ce qu'il faut compenser ? Dans le cas de la maladie de Parkinson, on n'est pas tant dans un problème d'accessibilité, puisque la plupart des patients atteints de la maladie passent inaperçus, hein, ça fait partie des handicaps invisibles, mais au niveau finalement de la compensation humaine. Est-ce qu'on doit penser la vie de ces personnes qui en sont atteintes comme une vie spécialisée ? Est-ce qu'on doit s'arrêter de travailler ? Est-ce qu'on doit forcément en informer sa hiérarchie ? Toutes ces questions-là, en fait, sont déjà pensées par la philosophie, et plus particulièrement par un philosophe contemporain qui s'appelle Bertrand Cantin, qui est maître de conférence à l'université Gustave Eiffel, et qui a écrit 2 livres essentiels. L'un en 2013, La philosophie face au handicap, et puis en 2019, un ouvrage qui s'appelle Les Invalidés, nouvelle réflexion philosophique sur le handicap. Alors pourquoi les invalidés ? Parce que selon lui, en fait, sa réflexion est issue de la différence entre une déficience et un handicap, et je vais y revenir tout à l'heure. En fait, le terme d'invalidé met l'accent sur la responsabilité de l'État, sur finalement la possibilité pour les personnes atteintes d'un handicap de pouvoir mener leur projet de vie. C'est ce que Martha Nussbaum et avant elle Amartya Sen appelaient les capabilités. Entre l'exercice des droits, entre les droits et l'exercice effectif des droits, il y a tout un tas de chemins concrets et sinueux par lesquels on doit finalement passer pour pouvoir être pleinement un citoyen. On a dû voter aux législatives ces 2 dernières semaines. Si le bureau de vote est dans une salle juchée en haut d'un escalier pour lequel il n'y a aucune rampe ou aucun ascenseur, j'ai un droit virtuel de voter, mais ma capacité, je ne la réalise pas. Alors, ce que Bertrand Cantin appelle les invalidés, c'est justement pour lui ces personnes dont la société a le devoir d'œuvrer à l'inclusion. Et finalement, ça nous renvoie aussi, et j'en ai fait l'expérience, à la manière dont on pense être considéré lorsqu'on est atteint d'un handicap. Bon, il y a à peu près 12 millions de Français qui sont atteints d'une forme de handicap, 80% d'une forme de handicap invisible. Et sur ces 80% de handicap invisible, il doit y avoir 70 ou 80% qui n'en parlent pas ou qui ne font même pas l'objet de ce qu'on appelle une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Alors pourquoi cette représentation sociale ? Parce que c'est issu, et les philosophes et les sociologues ont réfléchi à ce propos-là, c'est issu de représentations un petit peu tribales, archaïques de ce que c'est qu'une personne handicapée. À l'époque d'Aristote et Platon, un enfant qui naissait en situation de handicap, on prenait ça comme un signe des dieux. On disait aux dieux, j'ai compris, et on ramenait l'enfant dans la forêt, c'était comme le SAV finalement, on disait, j'ai compris, voilà ce dont la divinité est capable. Probablement les premières formes d'épilepsie ont été interprétées comme des formes de possession, de démonisme, bref. Alors pourquoi cette angoisse en fait face au handicap et face plus particulièrement aux maladies neurodégénératives dont on ne sait qu'il n'y a pas encore de traitement? C'est Henri-Jacques Sticker qui nous explique dans Encore infime et société que l'angoisse du handicap, elle provient en fait de l'angoisse tribale d'être exclu du groupe. Et c'est ce qui explique encore de nos jours cette volonté de conformisme en fait. Je suis une personne en situation de handicap et à partir du moment où je l'affirme clairement et pleinement, on ne me considère plus de la même manière. Et c'est ce que Erving Goffman appelle un stigmate. Bon, un stigmate, ça n'est pas seulement un trait médical, c'est toute caractéristique identitaire, culturelle, physique, psychologique, mentale, à cause de laquelle on est exclu. Donc quand Goffman parle de stigmate, et lui-même il a fait un séjour d'études dans un asile psychiatrique, qui a donné lieu à une étude retentissante il y a une 60aine d'années maintenant, Goffman parle aussi bien des gens en situation de handicap que des juifs, des noirs, des prostituées, et finalement, il montre, et Sticker l'avait montré aussi, et Cantin le fait dans ce prolongement-là, qu'un handicap, c'est une notion relative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État, la société, l'entourage met en œuvre les mesures pour compenser ma déficience, le handicap, il va plus ou moins se ressentir. Et c'est la différence justement entre une déficience et un handicap. J'ai perdu l'usage d'une de mes jambes, ma déficience est objective, il me manque une jambe. En revanche, si tout est prévu autour de moi pour compenser cette déficience, mon handicap va plus ou moins varier. Je donne souvent l'exemple
quand j'ai des étudiants ou des élèves face à moi, la première fois que je donne à mes élèves une dissertation de philosophie à faire alors qu'ils n'étudient la philosophie que depuis 1 ou 2 semaines, ils se sentent très handicapés en fait. Et 3 ou 4 mois plus tard, ils ressentent beaucoup moins ces handicaps. Et donc finalement, on se rend compte que non seulement lorsqu'on est atteint d'une maladie neurodégénérative, mais quand on est atteint alors qu'on est jeune, qui ne correspond pas à la jeunesse, au stéréotype de ce qu'on se fait d'une maladie neurodégénérative, on cherche à le masquer. Et en fait, on cherche parfois à prouver qu'on est avant tout valide, à surcompenser d'une certaine manière. Et je pense qu'il y a à cet égard-là un travail à faire, non seulement d'acculturation qui commencerait au plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau scolaire, en école primaire, peut-être pas encore en maternelle, au collège, etc., par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'EMC, notamment, à l'enseignement moral et civique, et puis aussi des cours de biologie, de SVT, mais aussi au niveau de la visibilité qu'on donne des personnes atteintes de ces maladies-là, qui ne sont pas forcément des personnes qui répondent aux statistiques. On a un formidable focus qui va être mis là dans les semaines qui viennent sur les Jeux olympiques et paralympiques, et l'immense variété en fait des personnes en situation de handicap, et le fait qu'elles ne sont pas forcément diminuées, mais qu'elles sont constituées autrement, et qu'elles sont capables d'autres prises d'initiative, serait très précieux. Je garde toujours en tête en fait cette image de Claude Lévi-Strauss, je crois que c'est dans Race et Histoire. Il explique que finalement on juge toujours une culture par rapport à celles qui vont dans le même sens que nous. C'est-à-dire que par exemple, il fait une comparaison avec quelqu'un qui est dans un train. Quelqu'un qui est dans un train et qui voit juste à côté de lui, sur le rail d'à côté, un train qui va à peu près dans la même direction. Il a le temps d'admirer les passagers, le train, etc. Alors que si un train arrive en sens inverse, pour lui ça va quasiment être une nuisance en fait, ça va lui cacher le paysage. Et Claude Lévi-Strauss en fait explique en fait la relation qu'on a entre différentes cultures, et on peut en fait développer et appliquer cette vision de Lévi-Strauss là justement aux formes de vie qui nous ressemblent pas. Alors là ce serait un peu abyssal d'en parler parce que ça nous mènerait à l'écologie philosophique, ça nous mènerait à ce que Corinne Pelluchon appelle l'éthique de la considération, et que Lévi-Strauss avait déjà évoqué. C'est-à-dire qu'on est incapable, nous, humains valides, d'une certaine manière, de s'identifier à d'autres formes de vie possibles. Et quand je parle à d'autres formes de vie possibles, ce sont des formes de vie diminuées, le handicap, mais ce sont aussi des formes de vie non humaines. C'est ce qui fait que, par exemple, pour Lévi-Strauss, l'humanisme est toujours un petit peu dangereux. L'humanisme véhicule toujours une certaine image de ce que doit être l'homme, et il est exclusif d'autres visions, finalement. C'est ce qui fait aussi qu'un film qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, qui a plus de 8 millions de téléspectateurs, je crois, qui s'appelle Un petit truc en plus, permet aussi de jeter un autre regard sur ces situations-là. Mais, et c'est là où j'en viens finalement à la conclusion, c'est que, et Bertrand Cantat a réfléchi là-dessus aussi, c'est qu'on est incapable finalement d'envisager le handicap dans les représentations mentales et culturelles en France, autrement que par soit le misérabilisme, les aides sociales, etc., avec la déconjugalisation récente qui a été votée, ou par le prisme de la comédie. C'est-à-dire que quand vous voyez des représentations, films, séries, etc., il y a toujours une espèce d'humour qui vient enrober une situation pour dire finalement ça n'est pas si grave. Et ça correspond, et pour l'avoir vécu moi-même, et pour l'avoir vécu aussi, puisque je donne des formations dans des établissements sociaux, médico-sociaux, Bertrand Cantat appelle ça non seulement l'empathie égocentrée, mais aussi les compensations inopportunes. Je vous donne un petit exemple. Une personne est atteinte de la maladie de Parkinson. Un exemple un petit peu archétypique, Michael J. Fox, l'acteur de Retour vers le futur. Et évidemment, on le voit maintenant dans l'état dans lequel il est. On se dit le pauvre, on a pitié. On croise une personne dans la rue qui a perdu l'usage de ses jambes. Il y a une sorte d'atavisme, de réaction spontanée qui nous fait dire « Ah, le pauvre ». Ça, c'est ce que Bertrand Cantat appelle l'empathie égocentrée. C'est quoi l'empathie égocentrée? C'est en fait juger de l'état de l'autre par rapport au mien. C'est-à-dire qu'une personne polyhandicapée, par exemple, je suis incapable, dans mon logiciel interne, de me dire « Elle peut être heureuse ». Donc ça, c'est l'empathie égocentrée, au sens où l'empathie, c'est souffrir avec l'autre, mais c'est forcément biaisé parce que je souffre à partir de mon corps valide. Et je suis incapable de me représenter ce que c'est que d'être dans un corps dit invalidé. Et Michael Jérémiaz, qui est multi-médaillé paralympique en tennis, qui est porte-drapeau, je crois, aux Jeux paralympiques, est venu voir mes élèves à Abu Dhabi,
Et un élève lui a posé cette question, mais monsieur, votre vie, elle n'est pas un peu triste? Et il m'a répondu, il lui a dit, tu sais, probablement si je te racontais ma vie, ça te ferait rêver. Donc il y a cette image-là qu'on appelle l'empathie égocentrée. C'est ce qui fait que, et encore plus peut-être dans le cas de maladies neurodégénératives, dont on a des exemples un petit peu célèbres, hein, je pense à Stephen Hawking par exemple, je parlais de Michael J. Fox il y a quelques instants, ont l'impression, ces maladies-là, en tout cas donnent l'impression d'être des fatalités qu'on ne pourrait combattre, soit que par l'humour, que par finalement une sorte de misérabilisme social. Bertrand Cantat dit que finalement il faudrait peut-être remettre un petit peu de compréhension réelle, c'est-à-dire essayer d'une certaine manière de ne plus être égoïste et de ne plus juger l'autre par rapport à ce qu'il peut faire par rapport à moi, mais par rapport aux diverses possibilités d'action que lui-même génère en tant qu'individu. Et puis il y a l'autre chose qu'on appelle les compensations inopportunes. Alors ça, c'est pas forcément uniquement pour les personnes en situation de handicap. Exemple très simple, ma grand-mère veut assister au mariage de ma sœur, ma grand-mère a 90 ans, et mon frère dit, c'est un exemple tout à fait fictif, hein, on va pas l'emmener parce que la pauvre, elle est déjà fatiguée, puis elle va rien comprendre, et puis elle risque de gêner tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle une compensation inopportune, c'est-à-dire que sous couvert d'inclure les gens et de prendre acte de leur état, finalement, on marque d'autant plus leurs différences et on leur met un stigmate qu'ils n'ont pas. Et ça, en fait, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, non seulement du point de vue des représentations sociales, mais aussi du point de vue scolaire. Je ne dis pas universitaire parce que maintenant, il y a des DU qui se font justement sur l'éthique dans les soins, on y vient peu à peu, depuis la création des espaces éthiques, ou aussi depuis la loi bioéthique de 2004. Mais surtout, en fait, sur la manière dont, dans la vie citoyenne, on peut inclure ces gens-là d'une manière qui ne soit pas totalement artificielle. Quand Michael Jérémiaz est venu à Abu Dhabi, et qu'il a initié mes élèves au handisport, il m'a dit avec un peu d'humour, pourtant Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis, il m'a dit mais c'est une ville et c'est un pays, c'est le paradis des personnes en situation de handicap. Je dis comment ça? Il m'a dit Hans, à peu près à tous les endroits, tous les bâtiments, même tous les trottoirs, il y a forcément des rampes quelque part. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'une personne en situation de handicap ne ressente pas son handicap. Et peut-être que finalement, le premier pas serait de réformer les représentations, mais le deuxième pas serait aussi de réformer l'accessibilité, surtout pour que ces personnes, qui sont des citoyens à part entière, puissent justement vivre leur citoyenneté de manière totale et complète. Quand je parlais tout à l'heure d'autodétermination, hein, il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour la prise en charge des personnes en situation de handicap. L'autodétermination, c'est le plus possible faire entrer les personnes en situation de handicap dans des dispositifs de droit commun. Et ça, c'est très important. Dire que ce sont des citoyens comme les autres. Il y a beaucoup maintenant, en tout cas, il y a des académies pilotes qui font ça. Il y a des dispositifs médicalisés qui maintenant s'implantent dans les écoles. On a déjà des pôles inclusion, etc. Mais là, directement, en fait, ce qui correspondrait peut-être à des IME, on appelle ça aussi de manière plus développée des EREA, des établissements régionaux d'enseignement adapté, où finalement on fait cohabiter dans des structures communes, mais un petit peu séparées quand même, des élèves à la fois valides et des élèves en situation de handicap. Et puis s'il fallait prouver qu'une personne en situation de handicap ou atteinte d'une maladie neurodégénérative peut être vectrice en fait, de représentations qui vont à l'encontre de ce qui est communément véhiculé, on peut citer Alexandre Jolien, le philosophe Alexandre Jolien notamment, et puis Anne-Lise Chabert aussi. Donc, pour finir, en tant que personne atteinte de maladies neurodégénératives et en tant que personne qui réfléchit à ces problèmes-là, je pense qu'il faudrait brandir, et ce sera peut-être la lettre de mission aussi de la future ministre, soit des solidarités, des familles ou du handicap, de brandir un droit à la non-justification, à l'accessibilité généralisée plutôt qu'à la compensation, et à la politique structurelle plutôt qu'à la sollicitation des bonnes volontés. Et c'est ce qu'on appelle, avec une structure pour laquelle je travaille qui s'appelle le GAPAS, en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, c'est ce qu'on appelle l'utopie nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut vraiment changer les représentations, et notamment sur ces formes de maladies et de handicap très sévères, il faut avant tout travailler le droit commun pour faire entrer les personnes qui en sont atteintes dans des dispositifs de droit commun.
Et la dernière chose que j'avais à dire, c'est que la récente stratégie nationale de lutte contre les maltraitances, c'est la stratégie 2024-2027, semble justement aller en ce sens, sauf s'il y a rétropédalage suite aux récents changements politiques, parce qu'elle va vraiment dans le sens d'une autodétermination, de redonner ce qu'on appelle du pouvoir d'agir aux personnes en situation de handicap. Et je crois que l'objet de mon témoignage, moitié témoignage et moitié contribution aujourd'hui, ce serait finalement d'encourager à œuvrer dans ce sens-là. C'est-à-dire de travailler à la réforme des représentations et aussi à œuvrer concrètement par des recherches, par des dispositifs de droit commun, par des propositions de loi à l'accessibilité généralisée et à l'autodétermination. Ça relève de la sensibilisation et non du sensationnalisme. Donc ça implique aussi parfois de couper les réseaux, de couper les médias, de couper la télévision pour s'intéresser vraiment aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives.